Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle analyse d'actualité. Comme d'habitude, j'affiche Instagram à l'écran afin que vous puissiez m'ajouter, m'envoyer vos nouveaux sujets. Il y a quelques jours, j'ai vu un direct particulièrement intéressant sur la chaîne de Padawam HD. C'est une chaîne d'ailleurs que je vous conseille souvent ici. Et les intervenants se posaient une question. Est-ce que nous allons vers une société proche de celle d'Idiocratie? Alors là, vous devez vous demander, mais le doc, qu'est-ce que c'est qu'Idiocratie? Eh bien, il s'agit d'un film de 2006 qui a été réalisé par Mike Judge et qui est considéré comme un film culte. Certes, c'est pas un chef-d'œuvre, mais par contre, le scénario est original parce que le film imagine la possibilité que dans un futur proche, la quasi-totalité de la population mondiale soit peuplée d'individus considérés comme stupides, des personnes bêtes. Ainsi, il est possible de faire des parallèles entre la société d'Idiocratie et la nôtre. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je vais devoir brièvement résumer l'intrigue du film. Ça se fera assez rapidement. Puis je vais faire des liens entre les idées développées par ce dernier et notre époque. Maintenant que tout ça c'est dit, nous pouvons commencer. Le film Idiocratie s'ouvre sur une scène d'introduction où l'on voit deux couples. Le premier couple est composé de deux individus considérés comme intelligents par le film. Ils sont riches parce qu'ils ont des métiers d'élite, par exemple avocat ou médecin. Le problème, c'est qu'ils travaillent beaucoup et ils ne souhaitent pas donc avoir d'enfants dans l'immédiat. En parallèle, il y a un deuxième couple, considéré par le film comme des individus stupides, et ils sont pauvres en plus. Et ce couple-là, par contre, ils décident d'avoir plein d'enfants, une pléthore, parce que l'idée qui est au cœur d'Idiocratie, c'est ce qu'on appelle le digénisme. C'est l'inverse de l'eugénisme. L'eugénisme, c'est une volonté de sélection pour créer une élite, et le digénisme, au contraire, c'est une décadence. Un darwinisme, mais qui va créer par contre des individus de plus en plus stupides. Parce que dans Idiocratie, ce sont avant tout des personnes considérées comme idiotes qui vont faire des enfants. Donc au final, l'humanité va être peuplée seulement d'individus avec des QI très faibles. Bien entendu, je reviendrai un petit peu plus loin sur cette scène d'introduction parce qu'il y a beaucoup de critiques qui peuvent être réalisées par rapport à cette dernière. Le film démarre ensuite vraiment, nous sommes en 2005 et on va suivre les aventures de Joe Bauer. C'est un militaire américain qui a une intelligence considérée comme moyenne. Il est dans la normale. C'est l'américain lambda. Un jour, Joe Bauer, il va avoir une proposition faite par le Pentagone. Il va avoir la possibilité d'être un cobaye pour une expérience de cryogénisation. Il va accepter et il va y avoir une autre cobaye dans cette expérience qui s'appelle Rita et qui est une prostituée. Joe et Rita vont être cryogénisés, mais à ce moment-là, il va y avoir un scandale et donc le programme est jeté aux oubliettes. Et donc avec le programme, Joe et Rita. Joe va donc se réveiller en 2500, 5 siècles après son époque, et il va tomber dans cette nouvelle société, celle d'Idiocratie. Et il y a plusieurs détails qui sont complètement en contradiction avec l'époque qu'il a connue avant. Premièrement, c'est le fait qu'il y a absolument partout des déchets. Il y a des montagnes de déchets, c'est sale, il y a de la pollution atmosphérique. Bref, l'atmosphère est pourrie. En plus de ça, il y a une pléthore de fast-food en tout genre et surtout une omniprésence de la publicité. Et de la publicité avec un caractère sexuel. Mais surtout, Joe, il se rend compte que quand il va parler à ses habitants d'Idiocratie, ces derniers sont bêtes. Ils manquent cruellement de culture et ils n'arrivent pas à comprendre des idées extrêmement simples. Et il y a aussi une carence au niveau du vocabulaire. Dans ses pérégrinations, Joe va rencontrer Frito. Frito, c'est un avocat, il est censé représenter l'élite d'Idiocratie, mais en somme, il est l'archétype de l'habitant de cette nouvelle société. C'est-à-dire que Frito, il est animé seulement par ses bas instincts. Il adore regarder la télé, des programmes stupides. D'ailleurs, sa télé est énorme, mais le programme est tout petit parce que tout autour, il y a des publicités. Les publicités prennent plus de place que le programme en lui-même. Il a un vocabulaire très pauvre, il est complètement stupide, il ne comprend pas des idées qui sont extrêmement simples et surtout il a un petit détail, c'est qu'il a sur son poignet une sorte de code barre parce que en Idiocratie,
tous les habitants ont ce code barre, c'est une sorte de moyen de les identifier, comme une carte d'identité. Et lorsque Frito voit pour la première fois Joe, il prend peur parce qu'il n'a pas ce fameux code barre, et c'est pour ça que Joe est jeté en prison. Là-bas, il va passer un test de QI et on va se rendre compte qu'il est considéré comme l'homme le plus intelligent de la planète, alors que de base, il a plutôt une intelligence moyenne, ou du moins normale. Il est dans la norme en fait. Mais là, il est considéré comme un génie dans la société d'idiocratie. Joe doit donc purger sa peine, mais il arrive à berner les gardiens en disant juste qu'il a fait ses années de prison et qu'il doit maintenant sortir. Et les gardiens le laissent faire, c'est dire à quel point ils sont naïfs. Joe quitte alors la prison, il marche dans les rues complètement dégoûté parce qu'il comprend qu'il est dans le futur, et dans ce futur qui est particulièrement sombre, il retrouve Rita, mais à ce moment-là, il est de nouveau arrêté par la police. Mais ces derniers ne l'amènent pas en prison, mais plutôt à la Maison Blanche, voir le président des États-Unis en personne. Le président, c'est Camacho. Il est joué par le gigachad Terry Crews, et ce dernier représente tous les excès des États-Unis. Et il a eu vent du fait que Joe est considéré comme l'homme le plus intelligent de la planète. Et il lui propose alors de devenir ministre de l'Intérieur. Joe n'a pas le choix, il l'accepte et sa première mission, c'est de rendre les terres agricoles de nouveau fertiles. Joe va donc se rendre sur une plantation et il va se rendre compte que les agriculteurs utilisent du brando pour arroser tout ça. Alors qu'est-ce que c'est que le brando? C'est une sorte de Coca-Cola du futur, une boisson énergisante et tout le monde boit du brando. Tous les habitants d'Idiocratie, et forcément, même pour les récoltes, on utilise du brando pour arroser. Joe explique aux agriculteurs qu'il faut en fait utiliser de l'eau, mais ça les dégoûte profondément parce que l'eau, on la retrouve surtout dans les toilettes. Personne ne boit de l'eau classique, en fait. Tout le monde boit du brando. Joe leur fait croire alors qu'il arrive à parler aux plantes et que les plantes réclament de l'eau. Donc, les agriculteurs s'exécutent et décident de ne plus utiliser du brando. Le problème, c'est que la société Brando, elle est quasiment monopolistique. Dans la société d'Idiocratie, il y a de nombreuses personnes qui travaillent de près ou de loin pour Brando. Et le fait que désormais les agriculteurs n'utilisent plus la boisson énergisante pour arroser les récoltes, ça provoque une chute de l'action. Et forcément, beaucoup de personnes se retrouvent au chômage. Il y a une crise économique. Joe est donc désigné comme le coupable idéal et Camacho est obligé de le condamner à mort à cause de la pression populaire. La condamnation à mort a lieu dans une immense arène avec plein de gens qui viennent assister à ce spectacle et Joe doit se battre contre un monster truck. Oui, c'est complètement délirant. Ses chances de survie sont très faibles, mais à ce moment-là, Rita arrive à utiliser une caméra et à montrer aux habitants d'Idiocratie qu'en réalité, le plan de Joe a fonctionné et que désormais, les récoltes, les terres sont fertiles grâce à l'usage de l'eau. Il est gracié par le président, il devient alors même le vice-président de Camacho et à la fin du mandat de ce dernier, c'est Joe qui devient le président des États-Unis. Il se marie alors avec Rita, il a plein d'enfants et il devient pote avec Frito. Et c'est comme ça que se termine Idiocratie. Maintenant que j'ai résumé brièvement le film, il convient d'aborder les idées qui sont développées dans ce dernier. Tout d'abord, l'idée qui est au cœur d'Idiocratie, c'est le fait que dans le futur, il y aura une majorité d'individus qui pourront être considérés comme étant stupides, c'est-à-dire que leur QI est particulièrement bas. Alors bien sûr, le film ne se veut pas sérieux, ça reste une comédie satirique, mais il y a quand même cette volonté de dire que dans un futur proche, il est probable que les individus deviennent de plus en plus stupides. Donc cela signifie que entre 2005, le début du film, et 2500, il y a eu une baisse drastique du quotient intellectuel de la population mondiale. Le problème, c'est que cette baisse drastique du quotient intellectuel, on commence déjà à la constater à notre époque, puisque par exemple, quand on prend le cas de la France a perdu 4 points de QI entre 1999 et 2009. Ça paraît peu, mais pour donner une idée, désormais le QI moyen en France, c'est 98. On est à la 24e position mondiale par rapport au QI et la première place revient à Hong Kong avec un QI moyen de 108 points. C'est-à-dire qu'entre l'habitant de Hong Kong qui a 108 points de QI et le français moyen, il y a 10 points qui les séparent. Et 10 points, c'est juste énorme. Cette baisse drastique du QI, ça rentre totalement en contradiction avec la théorie Flynn qui a été développée par un chercheur du même nom en 1980.
Pour ce dernier, il aurait été possible de considérer qu'à partir de 1980, il y aurait eu une augmentation du quotient intellectuel parce qu'on allait avoir une amélioration de notre mode de vie et parce que le système éducatif allait devenir de plus en plus performant dans les prochaines décennies, en 1990, 2000, 2010. Et en fait, c'est l'effet inverse, il y a eu une baisse du quotient intellectuel. Il y a une autre étude norvégienne qui s'est cette fois-ci focalisée sur le cas de la Norvège, où même dans ce pays qui a été souvent désigné comme une sorte de bon élève comme les autres pays scandinaves, il y a eu aussi une baisse du quotient intellectuel. Et les chercheurs qui ont réalisé cette étude ont démontré que cette baisse du QI s'expliquait par le biais de différents facteurs: la baisse du niveau des écoles et du système éducatif, l'omniprésence des écrans et des informations médiatiques, et enfin la malbouffe. Il faut aussi souligner que cette baisse du quotient intellectuel, c'est un problème assez occidental, puisque dans d'autres régions du monde, notamment en Asie, il n'y a pas cette baisse du quotient intellectuel. Bien entendu, certaines personnes pourraient signifier qu'un haut quotient intellectuel ne signifie pas de facto le fait d'être intelligent. C'est notamment ce qu'affirme le psychologue français Todd Lubar, même s'il reconnaît quand même qu'une personne avec 120 de QI va avoir plus de créativité qu'un autre individu qui a 90 points. Donc en effet, le quotient intellectuel n'est pas une unité de mesure parfaite de l'intelligence, mais il reste quand même un bon indicateur et peut-être l'un des plus intéressants aujourd'hui. Mais alors, on pourrait aussi se poser une autre question. Qu'est-ce que l'intelligence? À partir de quand on peut considérer qu'une personne est intelligente? Je vais vous lire la définition du dictionnaire, le Robert. Je cite: l'intelligence, c'est la faculté de comprendre, qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. Donc, au regard de cette définition, quid de la question de la culture générale? Est-ce que la culture générale est liée à cette notion d'intelligence? Pour moi, ce sont deux notions qui sont étroitement liées, imbriquées. Pourquoi? Parce que si vous avez de la culture générale, vous ouvrez un champ des possibles. Vous allez mieux comprendre le monde dans lequel vous évoluez. Si vous manquez de culture générale, vous n'allez pas comprendre certaines références qui se trouvent tout autour de vous. C'est pour ça qu'il est extrêmement important d'essayer d'avoir un petit peu de culture générale dans tous les domaines, à la fois scientifiques, littéraires, cinématographiques, pour être un individu avec un bagage assez solide. Parce que plus vous allez avoir ce bagage-là, plus vous allez comprendre le monde qui vous entoure et être donc un acteur de ce dernier. Mais pour certains, la culture générale, ça n'a pas une grande importance. Et c'est le cas par exemple du chercheur au CNRS, Frank Ramus. Parce que pour lui, certes, il est possible de considérer qu'aujourd'hui, les étudiants, notamment les lycéens et les collégiens, ont une culture générale assez faible, mais pour lui, cela signifie que simplement avant, on mettait plutôt l'accent sur la culture générale, qu'aujourd'hui c'est plus le cas et que ça ne fonde pas spécialement l'intelligence. Donc c'est pas grave si aujourd'hui les lycéens manquent cruellement de culture générale. Pour moi, c'est un argument qui se vautre dans le relativisme en disant qu'au final rien ne vaut rien, que le fait d'avoir de la culture c'est pas vraiment intéressant, que ça n'apporte pas grand chose et que ça ne fonde pas l'intelligence. Je comprends sa vision qui est de diviser à la fois une intelligence peut-être plus logique, plus mathématique et le fait en parallèle d'avoir une culture générale, mais pour moi il faut absolument essayer d'avoir les deux. Dans Idiocratie, on voit que les habitants de cette nouvelle société n'ont pas cette intelligence purement logique et pragmatique, ils n'arrivent pas à comprendre des idées simples, ils n'arrivent pas à résoudre des problèmes d'une très grande simplicité et en parallèle, ils manquent de culture, mais également de vocabulaire. Et en plus, ils n'ont pas envie de s'intéresser à la culture. Ils n'ont pas envie de lire, ils n'ont pas envie de se cultiver. Ça ne les intéresse pas. En 2002 a été publié un livre qui s'intitule La fabrique du crétin de Jean-Paul Brigelli, qui est un enseignant de formation. Et ce dernier a sorti en 2022 la suite de ce premier ouvrage, qui s'intitule encore La fabrique du crétin. Modem Alain a fait une très bonne vidéo sur le sujet et je vous invite à la regarder. Mais concrètement, quelles sont les idées qui sont développées par Jean-Paul Brigelli dans ces deux ouvrages? La première idée, c'est que le niveau d'un bac plus 5 aujourd'hui est équivalent au niveau d'un bac plus 1 en 1970. Donc lui, il a constaté cette baisse du niveau éducatif.
La seconde idée, c'est le fait que les enseignants aujourd'hui sont sous-qualifiés. Donc forcément, à la fin, on va avoir des étudiants qui vont sortir du système scolaire qui vont être sous-qualifiés. Puisque de base, les enseignants n'ont pas un niveau qui est assez suffisant. Pour Jean-Paul Brigelli, et ça c'est une donnée extrêmement importante, l'école veut fabriquer des crétins, c'est-à-dire que c'est une volonté de l'éducation nationale. Pourquoi? Parce que le but c'est de constituer 10% de cadres et le reste ça doit être des employés lambda ou des fonctionnaires qui vont effectuer des tâches considérées comme simples. Donc le but c'est que ces individus-là n'aient pas spécialement un bagage culturel assez large. Et c'est pour ça qu'à partir des années 80 et 90, on a eu le début du pédagogisme, c'est-à-dire la volonté surtout de développer l'étudiant, l'enfant, de le développer en tant qu'individu, en tant que personne, mais plus lui donner un bagage culturel, ni lui inculquer un savoir déterminé. Donc il y a un refus des enseignants d'inculquer une culture générale aux élèves et surtout il y a une posture qui est la suivante, c'est de dire mais de toute façon ils n'arriveront pas à comprendre. C'est-à-dire que les enseignants partent du principe eux-mêmes, d'une manière unilatérale, que de toute façon ça sert à rien d'aborder des œuvres compliquées ou de la culture générale parce que de toute façon les élèves ne comprendront rien. Et c'est sûr que quand on raisonne comme ça, ils finiront par rien comprendre et plus les années vont passer, plus le niveau va baisser. J'ai des amis à moi qui sont profs aussi bien au collège et au lycée et il y a un autre phénomène qui est extrêmement problématique. C'est le fait que pour certains étudiants, que ce soit des lycéens ou des collégiens, il y a une sorte de fierté dans le fait de manquer de culture. C'est-à-dire que celui qui va être cultivé va être pointé du doigt et à côté de ça, celui qui ne va strictement rien connaître va être porté au pinacle. Alors qu'autrefois, lorsque l'on avait le bonnet d'âne, il y avait une volonté d'humiliation de l'élève qui ne connaissait pas sa leçon. Alors bien sûr, c'est une punition qui pourrait être aujourd'hui considérée comme extrême au regard de notre logiciel bien pensant, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a eu un changement de paradigme et surtout un refus d'inculquer un savoir aux étudiants. Il y a une autre problématique et c'est une apocalypse cognitive qui a été théorisée par le sociologue Gerald Bronner. Pour lui, nous sommes dans une société extrêmement paradoxale. Avec Internet et les nouvelles technologies, le savoir peut être diffusé très facilement. Jamais le savoir n'a été aussi accessible à l'échelle de l'humanité. Mais pourtant, c'est justement parce qu'il y a cette omniprésence de l'information que les individus, au lieu d'aller vers les idées les plus intéressantes, les plus enrichissantes, ils vont au contraire se diriger vers le contenu le plus futile possible, celui qui va jouer sur ses bas instincts. Et cet apocalypse-là, on le retrouve à cause notamment de TikTok et de ses formats courts, parce que plus un format est court, plus il va être difficile ensuite, quand on va consommer que ça, de regarder des formats beaucoup plus longs. Et ça détruit complètement des cerveaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des pays comme les États-Unis qui commencent à réfléchir à des moyens de limiter l'influence extrêmement néfaste de TikTok sur les cerveaux des jeunes. Parce que, attention, il peut y avoir du contenu intéressant sur TikTok, mais on ne va pas mentir, la masse veut regarder avant tout du contenu considéré comme futile ou alors sexuellement explicite. Et on retrouve ça d'ailleurs dans Idiocratie avec une omniprésence des écrans, une omniprésence de la publicité, avec toujours une dimension sexuelle pour justement appuyer sur les plus bas instincts, pour faire vendre, pour que les individus puissent consommer. Donc le sexe est un levier puissant pour le monde de la publicité. Et quand on regarde les contenus qui cartonnent le plus sur TikTok, ce sont des contenus qui justement ne sont pas sexuellement explicites, faut pas non plus exagérer, mais qui quand même peuvent aguicher en somme certains sentiments de prépubère. Donc pour Gerald Bronner, c'est justement cette omniprésence des écrans et des informations qui crée cet apocalypse-là et cette baisse possible de niveau, et notamment d'intérêt pour la culture générale, parce que forcément un gamin drogué à TikTok, il va avoir beaucoup de mal à lire un livre rien que de 100 pages, 200 pages, et je parle même pas de gros pavés qui en font 1200. Gerald Bronner affirme aussi que nous sommes dans l'ère du relativisme, que tout vaut tout. Il dit que la parole d'un gilet jaune est à peu près du même niveau que celle d'un professeur d'université. Alors là, quand même, il tombe dans une sorte de travers,
parce qu'un gilet jaune peut être beaucoup plus intelligent qu'un professeur d'université. Il ne faut pas non plus se faire avoir par la fonction de la personne. Ce n'est pas parce qu'on vient d'un milieu populaire que de facto ça veut dire qu'on est idiot. Et d'ailleurs, c'est cette idée qui est assez problématique selon moi dans Idiocratie, parce que comme je vous ai dit au début de cette vidéo, la scène d'introduction, c'est le fait de montrer deux couples, un couple considéré comme riche et intelligent qui ne fait pas d'enfants, et un autre couple qui est considéré comme stupide et pauvre, mais qui en fait beaucoup. Si on suit la logique du réalisateur, cela veut dire que de facto, lorsque l'on vient d'une famille considérée comme pauvre, cela veut dire qu'on est stupide et qu'on va engendrer donc des enfants stupides. Et ça, c'est une idée qui est totalement fausse. Alors oui, en effet, lorsque l'on vient d'une famille aisée, on va avoir un éveil qui va être peut-être plus développé parce que les parents vont accorder de la calorie à l'éveil de l'enfant, notamment par le biais du cinéma, du musée, des voyages, etc. Donc l'enfant va peut-être s'intéresser davantage à la culture, mais ça ne signifie pas que de facto, l'enfant va avoir un QI de base à la naissance plus développé parce qu'il vient d'une famille riche. Alors bien sûr, Pierre Bourdieu a déjà démontré le fait, dans Les Héritiers, qu'il y avait une logique de reproduction sociale. Forcément, un enfant qui est né dans une famille aisée a plus de chances d'intégrer par exemple sciences politiques ou HEC, surtout si ses parents sont de base issus de ces écoles. Mais il ne faut pas non plus considérer que parce que l'on vient d'une famille pauvre, cela veut dire qu'on est de facto idiot et qu'on n'a aucune chance de réussir dans la vie. Il est possible aussi de constater que dans Idiocratie, c'est une société de la consommation qui est poussée à l'extrême. Les individus sont obsédés par le fait de consommer des produits matériels. Et d'ailleurs, eux-mêmes ressemblent à des produits avec la logique de code-barre. Ils sont considérés par l'État comme des produits interchangeables. Et Christopher Lasch avait déjà démontré que dans des sociétés où règne la consommation excessive, forcément les individus allaient se vautrer dans cette consommation et que tout ce qui était phénomène culturel, ça allait passer après. Le but, c'était juste de jouir maintenant et pas trop de réfléchir, parce que réfléchir, c'est compliqué. Il y a une idée dans Idiocratie qui est extrêmement intéressante, c'est la vulgarité en politique. Les hommes politiques dans Idiocratie sont vulgaires et le président Camacho, c'est la synthèse de tout ça. Il représente la vulgarité américaine poussée à outrance. Pourquoi les hommes politiques deviennent vulgaires? Parce que ce sont devenus des produits de consommation du fait que l'image prime sur le fond et que les électeurs les choisissent comme des produits. Et donc au final, ça devient une sorte de télé-réalité, une sorte de théâtre politique. Là encore, une idée qui a été développée par Christopher Lasch. Et donc on va voter pour celui qui a la meilleure punchline, le meilleur physique, qui représente une sorte d'idéal. Et ça, on le voit surtout dans la société américaine. Alors bien entendu, en 2016, lorsque Donald Trump a gagné les élections, il y a eu des parallèles entre sa personne et celle de Camacho. Certains se sont dit, nous sommes désormais en idiocratie. Il ne faut pas tomber dans un piège dans la mesure où je pense que Donald Trump est très intelligent, contrairement à ce que l'on pourrait penser, et que son bilan est plutôt positif. Et je reviendrai sur cette idée un jour dans une vidéo ou dans un podcast. Mais par contre, il est vrai que Donald Trump n'a pas une figure présidentiable, c'est-à-dire que Donald Trump a quand même une forme de vulgarité qui s'est vue tout au long de son mandat. Vulgarité qui a été appréciée par les Américains parce qu'ils ont eu l'impression d'être proches de leur président, ce qui est selon moi une bonne chose, c'est ce qui aussi incarne le populisme, mais il faut quand même comprendre qu'un président, ça incarne aussi un pays à l'échelle internationale. Donc forcément, les États-Unis ont pu être impactés parfois par certaines déclarations de Donald Trump. Et même si je pense que Donald Trump a été plutôt un bon président des États-Unis, il est possible de considérer que la vulgarité en politique est devenue de plus en plus présente, et non pas seulement aux États-Unis, mais également en France. Je tourne cette vidéo au moment où il y a une polémique par rapport au fait que Dupond-Moretti, qui est quand même le garde des Sceaux, qui représente la justice française, a fait 3 bras d'honneur dans l'hémicycle, dans le cadre des débats par rapport à la réforme des retraites. Il est difficile donc de répondre à cette question, est-ce que nous allons finir comme dans Idiocratie? Je pense que sur certains aspects, oui, il y a des choses que l'on va retrouver, la vulgarité en politique, les problèmes liés à la surconsommation, l'omniprésence de la publicité, bien entendu, et on voit qu'il y a également une baisse drastique du QI. Mais il ne faut pas non plus
embrasser une forme de fatalité en se disant tout est dépeuplé, tout est perdu, et au contraire, ça doit nous pousser à apprendre davantage et à se cultiver encore plus. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et à partager, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc, ciao les barons.